Avant de commencer, j'aimerais te poser une question. Oui, toi. Est-ce que tu t'es déjà demandé qui raconte l'histoire de nos territoires ? Qui décide de ce qui peut être transmis et de ce qui devient un grand récit, et à l'inverse de ce qui reste coincé dans les albums de famille, dans les silences et dans les souvenirs qu'on ne raconte jamais ? Si en m'écoutant, tu hoches un peu la tête, alors tu es exactement au bon endroit. Bienvenue au Salon Clamart 2.0. Le Salon Clamart 2.0, c'est un espace de discussion sur les Outre-mer et sur les problématiques qui traversent nos territoires. C'est la rencontre entre des créatrices, des chercheuses, des artistes, des personnes engagées, venues d'horizons différents et réunies pour penser ensemble le présent et l'avenir des Outre-mer. À chaque épisode, le salon accueille de nouveaux invités, des conversations, toujours, mais jamais les mêmes conversations. Chaque rencontre sera l'occasion d'explorer une thématique différente à partir de trajectoires singulières, de pratiques concrètes et de récits situés. L'idée, c'est pas du tout de parler sur les Outre-mer, mais bien avec nous et à partir de vécus, de créations et de réflexions qui sont portés par celles et ceux qui habitent les Outre-mer, qui les traversent ou qui les portent en diaspora. Toujours avec le même souci, mettre en avant les talents ultramarins dans toute leur diversité. Que tu viennes de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, de Mayotte, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou même que tu sois en diaspora, prends un asseoir, installe-toi, ici, on parle à plusieurs voix. Moi, c'est Clarisse, j'ai 25 ans et je me situe quelque part entre le 971, le 974 et le 75. Autant te dire que j'ai vite appris à faire le grand écart. Il y a 7 ans, je me suis installée à Paris et c'est là que je me suis rendu compte de quelque chose. L'histoire de mes îles, de nos îles et de nos archipels et continents ou petits bouts de continents, peu importe, elle est très très peu connue. Souvent, elle est simplifiée, elle est très souvent aussi exotisée et en général, elle est racontée par d'autres. Chez nous, il y a beaucoup de choses qui se transmettent à l'oral, dans les familles, mais aussi dans les non-dits. Et dès qu'on sort en fait de ce cadre intime, on se rend compte que nos histoires, elles disparaissent. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, qu'est-ce que nous, collectivement, on perd à ce que nos histoires ne soient pas racontées par nous-mêmes. Et c'est vraiment dans cette réflexion-là que j'ai découvert, ou plutôt redécouvert, le travail des sœurs Nardal dans le livre de Léa Mormin-Chauvac, Les sœurs Nardal à l'avant-garde de la cause noire. Pour moi, ce livre, il a été un vrai déclic parce qu'il m'a permis de découvrir des femmes noires qui étaient des intellectuelles, des organisatrices, des passeuses et qui ont créé dans les années 1930 un espace de discussion qui était absolument nécessaire, le salon de Clamart, tu t'en doutes. Dans leur appartement donc à Clamart, Paulette, André et Jeanne Nardal, elles accueillaient des personnes noires venues d'Afrique, de la Caraïbe, de la Guyane, des États-Unis. Et ces personnes, elles parlaient de littérature, de colonialisme, de conditions noires, d'aliénation, mais aussi d'émancipation. C'est un salon qui a permis des rencontres vraiment décisives, des frottements intellectuels et des prises de conscience. Et c'est vraiment dans ce type d'espace que se sont élaborées certaines pensées fondatrices de ce qu'on appellera ensuite la négritude. Et pourtant, le rôle des sœurs Nardal, il a longtemps été invisibilisé et relégué en marge de l'histoire officielle. On les surnomme les mères de la négritude, mais avant ce jour, qui d'entre nous connaissait vraiment ces femmes ? Et en fait, de me rendre compte que des femmes comme ces femmes, qui sont des grandes intellectuelles, qui ont été parmi les premières femmes noires à pouvoir étudier à la Sorbonne, et qu'elles ont été totalement oubliées de cette histoire, ça m'a beaucoup questionné. Et je me suis dit que c'était important que moi-même, je m'empare de mon propre récit et que je propose un espace où on peut échanger pour archiver nos existences, parce qu'aujourd'hui, en 2026, on est toujours là et on est toujours ignoré. Donc il serait temps que les choses changent un peu. Donc comme je te l'ai dit, parmi les sœurs Nardal, on a André, on a Jeanne et on a Paulette. Paulette, c'est la plus connue et elle m'a personnellement particulièrement marquée puisqu'elle a un parcours hors du commun. Elle a été traductrice, intellectuelle, journaliste, médiatrice culturelle. Elle a même travaillé pour l'ONU. Elle a donc une position sociale qui est vraiment spécifique puisque même si c'est une femme noire et qu'à ce titre, elle est minorisée, en fait, elle était aussi une antillaise très bourgeoise et donc de ce point de vue, elle est plutôt privilégiée. Et moi, ça a particulièrement résonné en moi puisque je me reconnais dans cette figure qui est un peu entre deux mondes. Paulette Nardal, c'était pas une figure parfaite, loin de là. Elle avait ses biais, elle avait ses angles morts, elle avait ses contradictions et elles sont en accord en fait avec son parcours social. Et moi aussi, j'ai mes biais, j'ai mes contradictions et c'est pour les interroger que j'ai créé cet espace aussi. En tant que femme métisse, réunionnaise, guadeloupéenne et française, j'ai une vision du monde qui est vraiment propre à mon histoire et à mon identité. J'ai aussi la chance d'avoir pu faire de longues études et de venir d'une famille qui est relativement privilégiée.
On s'entend, on brasse pas non plus des millions chez moi, mais je connais quand même les privilèges que ça implique. Et c'est pour ça qu'ici, je prétends pas du tout être une porte-parole, bien au contraire. Je suis plutôt une voix parmi tant d'autres, une femme qui est à la fois minorisée et privilégiée et qui tente de faire entendre son monde et d'en faire résonner d'autres avec elle. Je pense que c'était vraiment important de faire cette petite parenthèse sociologique puisque je trouve que c'est important de savoir qui parle, de quel point de vue pour comprendre vraiment le propos qui est proposé. C'est pas parce que tu me ressembles pas que tu pourras pas entendre des personnes qui te ressemblent dans ce podcast, bien au contraire. Celui il a justement été créé pour laisser des récits différents s'entremêler, pour aider des voix à mieux s'apprendre et à mieux se comprendre. Le salon, il n'a pas du tout vocation à proposer une parole qui soit parfaite et irréprochable sur les Outre-mer, mais on cherche plutôt à créer un espace qui va nous permettre d'interroger nos postures, nos privilèges relatifs et aussi nos manières de lutter. Parce que presque 100 ans plus tard, les contextes, ils ont certes changé, mais il y a beaucoup de structures qui persistent. Les Outre-mer, ils occupent toujours une position ambiguë, ils sont à la fois intégrés et mis à distance. On est français, oui, mais on est souvent vu comme périphérique. On est présent, mais on n'est jamais centraux. Pour moi, réactualiser le Salon de Clamart, c'est pas du tout faire un hommage figé. C'est vraiment se poser une question qui est essentielle. De quels espaces de discussion on a besoin, nous, aujourd'hui, en 2026, pour penser nos histoires, nos luttes et aussi nos futurs. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'intituler cette première saison « Tisser nos récits ». Permettre à des personnes qui viennent d'endroits différents, de disciplines différentes, de points de vue différents, d'échanger pour créer ensemble un récit commun sur les Outre-mer. On va donc parler d'archives intimes, celles de nos grands-parents, celles de nos albums photos. On va parler de langues premières, ou en tout cas du français et de nos langues régionales. On va parler de féminisme diasporique, d'écologie décoloniale, de colonialité, parce que évidemment on ne peut pas parler d'outre-mer sans parler de ce sujet, et aussi d'identités composites, comme la mienne et comme peut-être la tienne aussi. Et tout ça, on va le faire toujours à partir de conversations et toujours à partir de trajectoires situées. Pour cette saison 1, il y a un petit truc avec lequel je suis pas totalement OK, mais bon, pour cette première saison, on va faire comme ça. C'est que tous mes invités ou toutes mes invitées, ce seront des personnes qui vivent en France hexagonale et qui sont le plus souvent en région parisienne. C'est un choix qui est avant tout pratique. Comme je te l'ai dit, moi, je vis à Paris et aujourd'hui, je peux pas vraiment me permettre soit de faire venir des personnes qui vivent encore en Outre-mer, soit de me rendre dans les Outre-mer, mais on sait jamais pour la suite. Ce salon, c'est un lieu qui est situé, il est géographiquement et matériellement situé, et j'espère qu'au fil du temps, il y aura d'autres géographies, d'autres voies qui vont pouvoir élargir notre cercle. Ici, on ne va pas du tout chercher à conclure trop vite, on va prendre le temps de penser, de douter, de relier l'intime au politique, parce que nos vies sont politiques. Il y a des savoirs académiques qui vont dialoguer avec des savoirs vécus, des expériences personnelles qui vont nous permettre de faire des ponts avec des réflexions collectives. Le désaccord, il est possible et la complexité, elle est surtout la bienvenue. Si ce que je viens de te dire, ça te parle, même un tout petit peu, alors tu peux considérer que ce salon, c'est aussi le tien. Ici, on parle à plusieurs, mais moi, je m'adresse à toi individuellement. Prends place, écoute, laisse résonner, et si tu en as envie, éteins la conversation autour de toi. Le salon de Clamart est ouvert, la conversation commence maintenant. Tous les Noirs du monde entier.